Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour ce nouveau forum. 22 pays africains l'ont comme langue officielle ou co-officielle. Dans la zone subsaharienne, le français connaît la plus forte progression au cours des dernières années, avec une augmentation de 15% par exemple des francophones entre 2010 et 2014. Et selon les estimations fournies par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, l'Afrique devrait regrouper plus de 85% des francophones d'ici 2050. Mais, paradoxe, derrière ces chiffres se meurt une langue qui se parle et s'écrit de plus en plus mal. Les fautes prolifèrent partout, dans la presse, à la télévision, dans les milieux économiques, financiers, politiques et même universitaires. Alors, les difficultés de la langue française viennent-elles d'une pédagogie à réinventer? Le français, une langue trop exigeante, trop complexe? La langue de Molière, le bouc émissaire d'un sentiment anti-français, ou faut-il simplement réformer la langue française? En tout cas, comment redorer le blason de la langue de Molière? C'est le sujet de cette semaine avec deux invités. Je vous les présente. Le professeur Martin Dossou-Benouga est avec nous. Professeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur titulaire de littérature africaine, enseignant-chercheur donc au département des lettres modernes à l'université de Lomé, directeur général du Centre international de recherche et d'études de langue, communément connu Village du Bénin. Vous êtes auteur par ailleurs de plusieurs articles sur les littératures africaines et togolaises. Oui, c'est exact. Avec vous, Dr Raymond Kokou Aokou. Bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous avoir. Vous êtes maître assistant en sciences de l'éducation, expert en innovation et ingénierie de la formation, responsable de la filière formation des enseignants du secondaire, INSEE, à l'université de Lomé, chercheur associé au laboratoire civique à l'université de Rouen en France, et puis secrétaire général du syndicat des enseignants du supérieur du Togo. Merci d'être avec nous. Merci vous nous verrez pour l'invitation. Vous nous direz tout à l'heure pourquoi vous formez mal les enseignants de français. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, je voudrais votre avis sur ce constat qui est fait, que la langue française se parle et s'écrit de plus en plus mal. Est-ce que vous êtes d'accord avec, on va dire, cette baisse de niveau de l'expression française? C'est partagé? Oui, non, je crois que, à mon humble avis, la question est interrogée sous plusieurs angles. Alors, les spécialistes ont plusieurs niveaux d'analyse et les avis sont partagés. Très souvent, quand on aborde la question sous la forme de baisse de niveau. Alors, ce concept est suffisamment vague pour désigner des choses qui ne sont pas tout à fait compréhensibles. Est-ce que c'est le niveau d'intelligence de nos enfants qui baisse? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est les acquisitions langagères telles que nous les donnons qui conduisent les enfants ou les personnes à ne plus s'exprimer comme on le voudrait? Je crois que là, il y a une piste à interroger. Donc, d'un point de vue de spécialiste en sciences de l'éducation, moi, je crois que l'apprentissage d'une langue prend en compte plusieurs dimensions, dont l'utilisation de cette langue. Et je dirais spécialement pour nous, les pays qui sont des pays qui empruntent cette langue pour s'exprimer, nous avons plusieurs niveaux de difficulté. Premier niveau, c'est d'abord la méconnaissance de cette langue, qui est un outil. Et puis, deuxième niveau, le réinvestissement que nous faisons de cet outil dans nos activités. Et donc, tout à fait, il est difficile aujourd'hui de ne pas s'attarder sur ces deux aspects si on veut comprendre où se situent effectivement les difficultés. Mais ce qui est plus intéressant et qu'il faut retenir au niveau de la discussion que nous aurons tout à l'heure, c'est qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi cette langue avait une sorte d'attirance au point où, à un moment donné, s'exprimer en français relevait d'une réussite sociale. Et puis brusquement, maintenant, on constate que non, ce n'est plus le cas. Nos enfants ne sont plus portés sur la chose. Mais on reviendra sur certains aspects. Différents aspects. Mais donc, à votre niveau, le constat est mitigé. Parce que
vous êtes enseignant, vous corrigez des copies, de plus en plus devant l'expression en français des étudiants, des élèves. Est-ce que vous ne poussez pas des crises de colère parfois? Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Mais encore que ces crises de colère soient justifiées ou non justifiées. Si déjà les méthodes d'enseignement ne permettent pas d'obtenir les résultats, il ne faut pas s'étonner du résultat qu'on vous... Voilà, on reviendra plus à fond sur ces questions. Oui, je crois personnellement qu'il faut relativiser cette question qui est souvent posée sur la qualité de la langue française que nous entendons aujourd'hui, que nous écrivons ou que nous avons dans les travaux. Lorsqu'on dit que la langue française est mal parlée ou elle est mal écrite, c'est par rapport à un repère. Et si nous ne réfléchissons pas à partir de ce repère, tout le débat est faussé. Alors, pourquoi disons-nous ou pourquoi dit-on que la langue française est mal parlée? Et que nous nous situons dans un contexte où on détermine des normes. Et on dit par rapport à cette norme, il y a faiblesse ou il y a qualité. Ceux qui le disent partent du fait qu'à un moment donné, on a constaté que les gens avaient une maîtrise de la langue française par rapport à un certain nombre d'acquisitions. Ces acquisitions sont fondées, surtout pour ce qui est de notre espace, sur l'enseignement qui a été donné dans les classes à partir de l'école maternelle jusque dans les universités à un moment donné. Et donc, on se détermine par rapport à ce que les gens faisaient, à ce qui était enseigné, pour constater aujourd'hui qu'il y a une autre manière de parler la langue. Mais c'est tout un débat qu'il faut peut-être mener. Ceux qui sont allés à l'école française ont appris la langue à partir des règles internes, extrinsèques à la langue. Et c'est par rapport à ces règles qu'ils se déterminent en disant la langue est mal parlée, elle est mal écrite. Mais il faut également en même temps se dire que lorsqu'on fait l'histoire de cette langue, elle n'est pas aussi puriste dès le départ. En fait, le français est né d'un processus qui part d'une langue parlée par des commerçants, par des militaires, non pas par les bourgeois ni par les prêtres. Et c'est cette langue qui a évolué jusqu'au XVIIe siècle où il y a eu une codification de la langue. C'est-à-dire que déjà au XVIIe siècle, même dans l'espace français, les gens ont constaté qu'il y avait un certain nombre d'impuretés. On allait dans tous les sens et qu'il fallait mettre des règles. Et c'est à partir de ces règles-là que nous disons aujourd'hui que la langue, elle est mal parlée, elle est mal écrite. Mais ces règles sont appelées à évoluer également. Et il faut aussi tenir compte du contexte d'apprentissage et également de l'ensemble des facteurs qui entrent en ligne de compte dans le processus d'acquisition du savoir lié à la langue. Je crois qu'il faut relativiser en disant que l'on parle mal. C'est une question qui est liée à un contexte et au temps. Aujourd'hui, c'est vrai, par rapport à un certain nombre d'aptitudes vis-à-vis de cette langue, on peut se dire cela. Mais il ne faut jamais oublier qu'une langue est appelée à évoluer. Et une langue qui évolue fait entrer en son sein des éléments nouveaux, des paramètres nouveaux qui permettent à la langue de s'éclore, d'évoluer et donc de s'imposer. Donc, c'est pour ça qu'il faut être un peu réservé quand on émet ce jugement de valeur. Et c'est un jugement totalement subjectif. Parce que c'est lié au contexte. Oui. C'est lié au contexte, c'est lié aux conditions d'apprentissage. Maintenant, ceci n'exclut pas que l'on dise qu'il y a des copies, qu'il y a des manières de parler qui peuvent éprouver notre savoir, qui peuvent éprouver notre personnalité. Mais cela est conjoncturel. Des conjoncturels, peut-être on partage votre avis, mais une question me taraude l'esprit. À partir, si nous prenons l'usage de la langue française dans les écoles, dans les universités, à partir de quelle classe estimez-vous qu'un élève, un étudiant est autonome pour s'exprimer correctement en français? Ça dépend de ce qu'on s'est donné comme norme. Si on estime que
à la fin du primaire, du cycle primaire, l'enfant doit être capable de pouvoir transcrire certains signes et de pouvoir s'exprimer en articulant la langue selon une certaine syntaxe donnée, en s'arrêtant là, on estime que... Mais maîtriser totalement la langue, on ne peut pas placer un niveau où on estime que, à ce niveau-là, on estime que l'enfant a épuisé totalement la maîtrise de une certaine autonomie pour exprimer ses idées de façon claire. Ça, on peut le dire, mais ce qui nous intéresse ici, dans ce débat, c'est de voir que par rapport aux seuils qui sont fixés par gradation jusqu'à un certain niveau de scolarisation, c'est que ces seuils-là ne sont pas atteints, en vérité. C'est ce qui nous intéresse ici. Mais, même à 80 ans, on continue par apprendre le français. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut prendre la chose. Il faut bien comprendre. Sinon, si nous disons que dans le système, il faut que l'enfant à tel niveau de scolarisation ait disons quand même le minimum. Le problème, c'est que vous vous retrouvez parfois avec des étudiants qui ont eu le bac plus 3, mais qui ont des difficultés à écrire. Le vocabulaire est très faible, la grammaire n'est pas respectée, les idées sont tordues. C'est dû à quoi? Pourquoi oui, après 10 ans, 15 ans d'études de français, on n'est pas en mesure d'aligner sujet, verbe, complément. Comme le disait tout à l'heure Raymond, on ne peut pas déterminer un seuil ou un niveau donné et dire à partir de tel niveau, l'enfant est capable de pouvoir exprimer ses idées dans la langue française. En fait, il y a des paramètres culturels qui entrent en ligne de compte. La question est liée au processus classique d'apprentissage. Dans le processus classique d'apprentissage, à l'école primaire, on commence par poser les soubassements à la maternelle et à l'école primaire, les soubassements de l'apprentissage de la langue. Cela est renforcé au collège et au lycée, à l'université, par un certain nombre d'autres savoirs qui viennent renforcer le substrat de l'apprenant. Alors, on ne peut même pas dire qu'à tel niveau donné, l'enfant est capable de. Parce qu'à chaque niveau correspond des objectifs spécifiques d'apprentissage. Maintenant, il revient au système et aux acteurs du système de vérifier si, par rapport aux objectifs spécifiques, est-ce que le résultat est obtenu ou non. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais un enfant qui est né dans un contexte où on ne lui parle que français, il sera à l'école primaire, vous allez constater qu'il s'exprime correctement en français, qu'il exprime ses idées en français, alors que, comme vous le déplorerez, quelqu'un qui est à l'université est incapable de pouvoir s'exprimer convenablement et correctement en français. Ce sont des facteurs sociaux et des facteurs culturels qui déterminent dans cette maîtrise-là. Maintenant, si on se situe par rapport à la structure classique pédagogique, c'est vrai qu'on peut se dire, en tant qu'enseignant, on peut se dire, un enfant qui sort du collège doit pouvoir s'exprimer. C'est par rapport à un programme. C'est par rapport à un contenu qu'il a eu le temps d'acquérir. Mais c'est un apprentissage qui se fait également toute la vie de l'apprenant. Et que même nous continuons toujours pas à apprendre. C'est ce que je disais tout à l'heure, que toute langue évolue par des emprunts, par des restructurations. Et ces restructurations et ces emprunts, nous devons nous aussi les maîtriser. Et donc, la question qui est fondamentale ici, elle est relative plutôt aux conditions d'apprentissage. Peut-être qu'on en débattra, mais c'est plutôt à ce niveau-là qu'il y a un certain nombre de difficultés, qu'il y a des problèmes qu'il faut évoquer et qui permettront d'expliquer pourquoi aujourd'hui on peut déplorer qu'il y a de plus en plus de fautes. En réalité, c'est ça le vrai problème. Il y a de plus en plus de fautes. Ce n'est pas tant la maîtrise, parce que si nous parlons de maîtrise, nous allons tenir compte de toutes les manières de parler, de tous les parlers de la langue française. Le militaire ne parlera pas le français de la même manière que le commerçant qui est au marché, que le bijoutier qui est au bord de la rue.
etc., etc. Il n'aura pas le même niveau de langue que moi ou que mon collègue qui est en face de moi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Dans notre système éducatif, en vérité, ce qu'on attend d'un apprenant, c'est qu'il écrive bien le français. C'est ça qu'on attend de lui. Et c'est ce qu'on n'obtient pas de lui finalement. Voilà. Non, c'est-à-dire qu'avant même que ne se pose le problème de cette compétence-là, essentiellement, qu'est-ce qu'on fait? On ne prend pas les enfants en évaluation en oral. On les prend toujours par écrit. Alors que notre souci, c'est de les amener à s'exprimer correctement. Donc, vous voyez que déjà à ce niveau-là, il y a un problème. Et il faut voir comment arriver à non seulement savoir écrire, mais savoir réutiliser sous forme langagière les richesses de cette langue-là. Donc, il y a voilà. Et donc, lorsqu'on veut paramétrer alors le processus d'apprentissage, il faut en tenir compte. Autrement, vous allez avoir des gens qui écrivent bien leur texte, mais donnez-leur un micro, ils ne pourront jamais pouvoir bien s'exprimer. Mais là n'est pas seulement l'enjeu. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on organise les apprentissages de cette langue-là. Donc, c'est la pédagogie qui est le grand coupable. Qui est l'un des problèmes. Moi, je vais vous donner des exemples pour illustrer. Vous savez, dans la culture, ou du moins dans l'éducation qu'on fait, ou l'enseignement qu'on fait de ces langues, il y a des éléments qui relèvent de la syntaxe, qui relèvent du vocabulaire et qui relèvent de la compréhension du contenu. Mais à côté de ça, il y a des éléments qui, je dirais, relèvent de la mise en œuvre des règles que l'on apprend. C'est-à-dire que quand vous avez fait un cours de grammaire, vous avez fait un cours de vocabulaire, ça ne suffit pas pour savoir s'exprimer en français. Il faut alors des moments de réinvestissement. C'est pourquoi on va poursuivre l'action par des récitations, des lectures, des séances de chant, pour que les règles qui sont édictées, les connaissances qui sont apprises, soient réinvesties à travers des pratiques. Et quand on regarde un peu l'organisation de l'enseignement, on voit bien que les règles sont très souvent enseignées, mais il n'y a plus beaucoup de temps ou d'espace. Je dirais d'espace, pas de temps seulement, mais d'espace où les enfants soient amenés à réutiliser ces règles-là dans le parler, dans le discours. Un élément qui arrive, qu'on constate très souvent, déjà dans les lycées, la tendance c'est de créer un journal du lycée. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les enfants ont acquis un certain niveau qui leur permet de s'exprimer à travers des poèmes, des articles et autres. Là. Mais aujourd'hui, dites-moi combien de lycées ont encore un journal. Vous voyez déjà que dans l'organisation, pour atteindre cet objectif-là, il y a d'autres. Même les cours, même les théâtres ont disparu. Même, il n'y a pas ces espaces-là, je les appelle des espaces, il n'y a pas ces espaces-là pour lire, pour chanter, pour répéter, pour que les règles qu'on apprend en grammaire et autres là. Si bien que l'évaluation à l'examen aussi ou aux examens se limite tout simplement à la reproduction de ces règles-là. Donc on ne va pas demander aux gens d'en faire plus. Non, non, il manque de travaux pratiques. Non, je crois que la question est même plus profonde que ça. Est même plus profonde que ça. J'ai évoqué tout à l'heure des aspects culturels qui peuvent être des facteurs qui expliquent la faiblesse ou la qualité de cette langue aujourd'hui. Mais quand on prend tout le processus d'apprentissage, par rapport à ce que nous appelons faiblesse de la langue, il y a une réflexion à mener. L'apprenant qui entre dans... Il y a un ratio acceptable qu'on doit avoir dans une classe. Bon, il est mieux placé pour le dire, mais lorsque l'apprenant, même déjà à l'école primaire, il se retrouve avec une classe pleine. Comment voulez-vous qu'il puisse suivre les apprenants? Non. Il donnera son cours, il va le dispenser, mais il y a une phase fondamentale qui est le suivi, le réinvestissement. Le réinvestissement dont il parlait, de toute cette acquisition et de tout ce savoir. Alors, quand il se retrouve face à 60, 70, 80 élèves, comment voulez-vous qu'il puisse vérifier, ne serait-ce que ça,
si son enseignement est sûr ou non. Il aura des difficultés à le faire. Au-delà de cette réalité, il y a tout le support pédagogique et toute la démarche pédagogique. Dans la plupart de nos écoles, nos institutions aujourd'hui, le support pédagogique est une réalité qui peut être déplorée. L'enseignant vient, parce que l'apprenant qui doit suivre le cours doit avoir également le matériel à disposition. Absolument. Et l'enseignant, après la partie théorique, donne des exercices et doit pouvoir suivre ces exercices. Doit pouvoir suivre et l'enfant et la manière dont l'enfant conduit son exercice. Or, l'enfant se retrouve démuni. Et comment peut-il alors procéder à ce réinvestissement du savoir? Mieux, ou pire, c'est que on n'a même pas tout l'accompagnement aujourd'hui. Parce que l'enfant, il est suivi en classe, il doit également l'être à la maison. On n'a pas cela. Et donc, il y a tout un ensemble de facteurs qui permettent de constater que les conditions attendues de l'apprentissage ne sont pas totalement réalisées. Et cela pose des problèmes sur toute la chaîne. Je ne suis pas totalement convaincu par ces arguments. Non, bien sûr. Ce qu'il dit là est très important. Il faut voir le ratio livre-apprenant dans le système éducatif pour comprendre toute la complexité. Mais les livres sont de plus en plus disponibles. Disponibles, vous le dites. Oui, mais nous, on fait le ratio sur les chiffres officiels. C'est-à-dire que dans un établissement, on suppose que les enfants doivent avoir des ouvrages. D'abord, il faut voir la déclinaison. On n'a pas seulement le manuel de cours. Le manuel de cours est une chose. Mais le livret d'activité ou le livret d'apprentissage, très souvent, nous ne l'avons pas. N'existe même plus. Ce qu'on appelle les exorciseurs. Quand vous rentrez dans une classe, logiquement, il y a ce qu'on appelle le livre de l'élève et il y a le livre de l'enseignant. Il y a les deux. Même si vous dites tout à l'heure le livre est disponible, je ne suis pas convaincu non plus. Le livre peut être disponible sur le marché. Mais quand vous prenez le prix des livres sur le marché, c'est une réflexion globale que nous menons. Vous prenez le prix du livre sur le marché, un père de famille qui a 2 enfants à l'école, est-il capable de pouvoir mettre des livres à disposition de tous ses enfants? C'est une question très délicate à poser. Le livre est peut-être là, mais il est cher. Oui, mais il n'est pas accessible. Aujourd'hui, moi, je dirais même de contourner les problèmes que vous évoquez. Encore faudra-t-il que l'apprenant soit outillé et ait le matériel à disposition. J'ai fait des séances, des exercices à mes étudiants en leur disant d'aller chercher des documents. Ils sont revenus, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas vu ces documents en ligne. Mais c'est vrai, c'est tout un apprentissage qu'il faut pour pouvoir trouver le bon document en ligne. Ce n'est pas... Moi, mon problème ne se situe pas à ce niveau-là. Mon problème est basique. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans l'espace scolaire aujourd'hui, avant, on avait une bibliothèque quelque part où on pouvait, à des moments de repos, aller lire, prendre des livres, emprunter des livres. Mais aujourd'hui, dans beaucoup d'établissements, il n'y en a pas du tout. Il n'y a même pas de l'espace pour s'asseoir. Mais le problème aussi, attendez. Oui. Si aujourd'hui, vous sortez d'ici, vous voulez acheter un livre, même si vous avez les moyens, et que vous voulez acheter un livre, dites-moi à quelle librairie vous pouvez vous adresser directement dans l'espace où nous sommes sur 5 km. Il n'y en a pas. La première librairie que vous allez rencontrer, c'est peut-être au-delà de 5 km. Alors que les autres outils... sont disponibles. Vous allez me dire, les cyber sont là, etc. Les kiosques pour vendre de la boisson, il y en a, etc. Mais comment voulez-vous? C'est-à-dire que il faut se donner les moyens de son action. Si nous voulons que les gens s'expriment et réutilisent leur langue de travail, c'est ça, c'est la langue de travail en fait, leur langue de travail correctement, il faut mettre à disposition les outils pour apprendre ces langues-là. Mais est-ce qu'il ne vous revient pas de réinventer ces espaces de réinvestissement, comme vous les appelez, et voir ce que vous pouvez puiser dans votre environnement pour combler ces déficits? Là, vous engagez le débat sur un autre champ, le champ des postures. J'appelle ça le champ des postures. Alors, ça veut dire quoi? Si j'avais à décider
Vous voyez, si j'avais à décider, je le ferais comme ceci. Mais comme je ne suis pas là pour décider, vous voyez que je ne peux pas faire autrement que de relever certaines choses. Mais ce n'est pas ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est que nous prenons conscience que le contexte dans lequel aujourd'hui on apprend ces langues-là, ce sont des contextes plus difficiles qu'il y a quelques années. On a parlé des effectifs, on a parlé de la non-disponibilité des supports, mais il y a aussi le fait que cette langue ne fait plus, je dirais, rêver. Cette langue, merci pour le mot, merci pour le mot. C'est pas parce que vous êtes un bon locuteur. C'est pas vrai. On pensait que aujourd'hui, vous êtes tout de suite là où il faut. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, il est multiforme. Le problème est multiforme. Nous avons des réussites, donc des enfants qui ont réussi et qui s'expriment bien en français, etc. Mais ils se posent des questions, ils se disent, mais finalement, ça m'a servi à quoi d'avoir eu ce diplôme-là? Quel réinvestissement j'en ai fait? Qu'est-ce que ça m'apporte? Alors qu'il y a quelques années, c'est vrai que quand vous étiez brillant et on pouvait vous le reconnaître comme par mérite. D'autres ne sont pas d'accord avec vous. Sira Domayako, qu'on aurait pu avoir sur ce plateau, il dit par exemple de vous dire qu'à la cour royale d'Angleterre, le menu de la reine est écrit en français, et que les élites les plus cultivées s'élèvent parmi la langue française. Oui, oh là là. Oui, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. C'est pour ça que je souriais tout à l'heure quand... Il n'a pas raison non plus. Alors, non, je crois qu'il a raison. Et en ma qualité d'enseignant de littérature africaine, de responsable d'un centre où on enseigne le français, et lorsqu'on voit la courbe d'évolution de cette langue en Afrique, on se dit que cette langue a encore de l'avenir. Oui, je vous ai donné les chiffres tantôt. Il y a des problèmes qui sont peut-être liés au contexte mondial, qui font qu'il y a un désamour pour la langue française dans un certain nombre de pays, tout comme le nôtre, parce que la jeunesse qui est là aujourd'hui est une jeunesse qui rêve davantage d'un ailleurs plus sécurisant, plus rassurant. C'est ce qu'il a tenté de dire tout à l'heure. Cet ailleurs plus rassurant, plus sécurisant est préparé par un certain nombre de facteurs. Ce que M. Domayako a dit, c'est que pendant longtemps, cette langue a été la langue la plus utilisée. C'est la langue de la diplomatie, c'est la langue des négociations, c'est également la langue qui portait une culture. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de facteurs qui font que le français passe, et il est même en 5e position aujourd'hui. Ce sont des facteurs économiques, ce sont des facteurs militaires et ce sont des facteurs géopolitiques. L'anglais aujourd'hui, qui est la langue qui peut-être attire davantage les gens vers lui, et le mandarin, sont portés par des puissances économiques et des puissances militaires. Mais il y a également une diplomatie qui s'est déployée et qui fait que il est facile pour beaucoup d'Africains aujourd'hui d'aller étudier, si ce n'est pas des questions de frais de scolarité, d'aller étudier par exemple aux États-Unis, d'aller étudier en Angleterre, d'aller étudier à Pékin, que d'aller étudier en France. Que d'aller étudier en France. Il y a également toute la science qui appuie cette langue. Les grands pays les plus avancés en technologie, si on élimine le Japon et certains pays émergents, l'Inde et certains pays émergents, ce sont les États-Unis. Et donc, il y a tous ces facteurs qui créent un rêve chez la jeunesse aujourd'hui. Et cette jeunesse n'est plus si attirée vers la langue française, mais pense plutôt aller vers la langue anglaise parce que cette langue est devenue une langue mondiale soutenue par les facteurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Je voulais ajouter à cela un paradoxe. Aujourd'hui, vous allez en France, vous allez dans une rencontre internationale organisée par la France. Par la France. Et en France. Et on vous dit que la première langue de l'Union européenne, c'est l'anglais. Donc, vous comprenez que ça ne sert à rien de courir après une langue qui n'est plus parlée par les
interlocuteurs initiaux qui cherchent à s'accorder à une autre langue et à demander à nous de nous contenter de... Non. Oui, mais pour le moment, c'est des choses que nous intégrons sans le savoir dans notre analyse de l'appropriation de la langue. Elle est notre... Moi, je ne partage pas forcément parce que pour le moment, la langue française est notre outil de travail. Bien sûr. Mais ce que vous croyez que ceux qui l'utilisent à des niveaux donnés dans leur propre langue, qui utilisent l'anglais à la place, vous croyez qu'ils ne sont pas dans le même cas? Non, mais soyons sérieux. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, moi je crois que ce qu'il faut voir, c'est ceci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le français est en train d'être dompté. Était en train d'être dompté par les pays qui s'en prévalent. C'est-à-dire, jusqu'ici, vous voyez, on a eu une sorte de regard tourné vers la métropole qui incarnait pour nous une forme d'expression de cette langue-là. Mais aujourd'hui, on a compris que ce français, on peut se l'approprier, le remettre à notre goût, et puis l'utiliser comme on veut, selon nos objectifs donnés. Ce qui fait automatiquement que cette langue se dérive en plusieurs variantes aujourd'hui, que l'on accepte. Le petit Ivoirien est accepté. Aujourd'hui, des gens voudraient bien apprendre le petit Ivoirien, parce que ça peut... Le Nuchi, ce qu'on appelle le Nuchi. Est-ce que vous voyez? Donc, dans une phase, dans un premier temps où on a vu à travers cette langue tous les faits de magnificence que cela a, on est en train de passer à une autre étape où on se dit, c'est une langue comme n'importe laquelle, on va la réutiliser en utilisant nos propres outils, ou du moins en l'adoptant. Et ça, ce qui m'intéresse à ce sujet, c'est comment nous parlons le français au Togo. Comment nous parlons le français au Togo. Écoutez bien, suivez bien les déclarations à la radio, à la télévision. Vous allez voir que les gens parlent leur langue en utilisant des mots français. Bien sûr. Il s'est levé. Donc, c'est pour nous une façon de dompter le français aussi. Non, cela n'est pas mauvais en soi. C'est mauvais en soi parce qu'il existe des normes universelles auxquelles il faut se conformer. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Nous réagissons en tant que Togolais parce que nous avons appris la langue à l'école. Nous avons une langue maternelle, nous sommes allés à l'école, on nous enseigne le français et nous apprenons ce français par rapport à ses règles. Mais quand vous allez au Gabon, quand vous allez au Cameroun, quand vous allez en Côte d'Ivoire, quand vous allez dans les Caraïbes, le français n'est pas appris comme langue de l'école. Mais il est également enseigné et appris comme langue de la maison, un peu comme une langue maternelle. Donc les conditions et les règles de fonctionnement ne sont pas les mêmes. Alors, celui qui apprend le français au Gabon, celui qui parle le français au marché d'Adjamé en Côte d'Ivoire, ne se préoccupe pas du respect des règles. Moi, mon problème ne se situe pas à ce niveau. Si quelqu'un arrive à s'exprimer couramment, quel que soit ce qu'il dit, moi, mon problème ne se trouve pas là. Mais le constat aujourd'hui, c'est que les gens ont des difficultés à s'exprimer parce qu'ils n'ont vraiment plus de langue pour communiquer. Ils ont du mal à parler en français, en anglais nous ne parlons plus, et les langues locales sont de plus en plus délaissées. Donc du coup, vous avez parfois des individus qui n'ont plus il n'y a aucun malheur à cela que d'emprunter. Même l'anglais qui nous fascine aujourd'hui a en son sein un certain nombre de mots et d'expressions empruntés. C'est la même chose pour le français que nous utilisons. C'est parce que nous réagissons toujours par rapport aux règles de la langue française. C'est vrai, il faut reconnaître que le français a trop de règles rigides, codifiées au XVIIe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Cette langue doit évoluer. Donc le français est une langue trop exigeante finalement. C'est ça le problème aussi? Bon, il y a eu des évolutions que toute langue doit connaître. Si une langue n'évolue pas, elle est appelée à mourir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que déjà en 2011, par la réforme Maurice Druon et tout le travail qui a suivi, il y a aujourd'hui une réforme de la langue, de la grammaire française qui est proposée. Cette réforme, peut-être faudra-t-il l'interroger demain pour voir
si elle permet à la langue d'être beaucoup plus souple dans son apprentissage ou elle constitue également des freins. C'est à l'usage qu'on doit pouvoir apprécier. Mais il n'est pas interdit de voir des expressions ou des mots nouveaux entrer dans la langue. De toute façon, l'Académie française même joue ce rôle-là. Chaque année, elle sort un inventaire des nouveaux mots qui sont entrés dans la langue et permet de voir que tel mot a été accepté par l'Académie française ou non. Et telle expression est entrée en usage. La banane dont on parle. Non. Ce n'est pas la... Aujourd'hui, quand vous parlez de banane, ce n'est pas simplement le fruit, c'est également le petit dispositif qui permet à nos femmes de mettre de l'argent. Quand Senghor a proposé essencerie pour qu'on ne dise pas station-service, ce sont des choses qui permettent à une langue d'évoluer. Maintenant, le vrai problème qui se pose par rapport à nous autres, peut-être Togolais, le vrai problème qui se pose, c'est comment utiliser ces éléments. Qu'il y ait des fautes, ça peut choquer. Qu'il y ait des mauvaises expressions, cela peut choquer parce que nous sommes dans le cadre académique. Nous, ce que nous disons ici, nous le disons par rapport au français qui est enseigné dans les structures académiques et non par rapport au français en tant que langue. Parce que le français en tant que langue est une langue diversifiée. Ouais. Même en France, quand vous prenez le breton, il ne parle pas le français de la même manière que le corse. Justement, nous parlons du français académique. Oui, c'est justement par rapport à cela que parfois nous sommes choqués. Alors, si nous sommes dans le cadre académique, si nous sommes dans le système éducatif, si nous sommes dans le cadre de l'administration, c'est tout à fait normal qu'on dise aux gens écrivez en français correct. C'est tout à fait normal. Mais lorsque vous sortez de ce cadre, lorsque vous êtes entre vous, pourquoi voulez-vous tant être puriste? Je pense on revient justement à ce problème-là. Je dis, quel réinvestissement celui qui apprend le français aujourd'hui va faire de cette langue? Pour dire tout simplement que s'il n'y a pas un intérêt pour soi à utiliser, à respecter les règles d'une langue pour pouvoir en tirer et jouir de tout ce que cela peut promettre, mais laissez au moins qu'il y ait des espaces où il liberté. À quoi ça sert de parler couramment, scientifiquement, ou je ne sais pas comment, avec tous les mots qu'il faut, mais en sachant que de toute façon, demain, ça ne va pas me servir à acheter mon petit pain. C'est ça qui fait que les résultats ne sont pas au rendez-vous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'enfant qui serait devant vous, qui serait vraiment partant pour apprendre cette langue, pour s'exprimer correctement dans cette langue, c'est parce qu'il attend que quelque part un jour, cela puisse lui servir, soit socialement, soit économiquement ou ailleurs. Mais si les paramètres ne sont plus les mêmes, il faut comprendre qu'il y aura toujours un dispositif qui ne va pas fonctionner de la façon. Je suis parfaitement d'accord que dans l'administration, dans le cadre pédagogique, dans l'espace de formation, on puisse respecter les règles. Sinon, ça va être un laisser-aller, ça va être un va-tout. Justement, où on ne se comprend plus. Je suis parfaitement d'accord. Mais nous prenons la langue dans sa globalité, dans sa totalité. Cette langue a plusieurs fonctionnalités. Alors, l'enseignant ne peut pas se permettre d'accepter un certain nombre d'écarts par rapport à la norme lorsqu'il est dans son travail. L'administration ne peut pas le faire parce que il y a des règles, un standard qu'il faut respecter. Oui. Et ce standard doit être absolument respecté. Mais c'est ce standard qui n'est plus respecté. Oui, mais ça aussi, bon, moi je ne vais pas dire ce n'est pas respecté. Il y a des problèmes dans l'acquisition. Voilà. Nous l'avions dit tout à l'heure. Vous savez, c'est un débat beaucoup plus complexe. Nous avions juste parlé tout à l'heure des problèmes d'ordre matériel. Mais il y a également les conditions même de l'apprentissage de la langue. On l'a évoqué brièvement. L'élève qui n'a pas l'outil de travail, l'enseignant qui n'a pas le matériel didactique
Que voulez-vous qu'ils fassent? Oui, mais est-ce que les enseignants ne manquent pas de créativité? Non, moi je ne parlerai pas de créativité. Moi je ne parlerai pas de créativité. Je parle même de la prise en charge de l'enseignant. Parce que l'enseignant, il entre dans le métier avec un comportement, avec un savoir. Mais ce savoir doit être tout le long de sa carrière actualisé. Tout le long de sa carrière actualisé. Mais combien de recyclage nos enseignants ont aujourd'hui? Combien? Même pour la formation initiale d'enseignants. Même pour la formation initiale, il y a des problèmes. Vous savez, la réflexion n'est pas de trouver la petite bête ici et là. À un moment donné, dans notre pays, pour combler le déficit en enseignants de français, on a pris des sociologues, on a pris des juristes, on a pris des gestionnaires pour aller enseigner le français. Nous, encore que ceux qui ont fait c'est ce que j'allais dire. Et ils ne sont pas formés comme enseignants. Ayant eu cette formation, parfois face à des tests, face à certaines réalités de classe, nous avons des difficultés. Et vous faites la promesse à la classe que vous allez chercher. Et il faut aller chercher et revenir et dire à la classe, voici les résultats que j'ai trouvés. Et celui qui n'a pas cette formation initiale, que voulez-vous qu'il fasse en classe? Il répète à longueur d'année des cours qu'il a récupérés d'un enseignant et peut-être parfois même des cours qu'il ne comprend pas, et avec des erreurs qu'il reproduit systématiquement. Or, à ce niveau-là, bon, ce n'est pas tant mauvais, on peut apprendre sur le tas, mais à ce niveau, il faut un encadrement. Mais allez demander aux inspecteurs combien de fois ils vont sur le terrain. Ils n'arrivent même plus à aller sur le terrain. Et, bon, ça, moi, c'est ton domaine. Je te le concède. C'est ton domaine, je te le concède. Ils n'arrivent même plus à aller sur le terrain. Monsieur, pourquoi vous ne formez pas alors les enseignants? Le problème aussi, c'est avec la prolifération des écoles privées. N'importe qui et n'importe quand. Nous les formons. Sauf que pour que vous puissiez répondre à l'offre, le niveau de formation ou le niveau, la masse utile qu'il faut former pour répondre aux besoins, nous ne pouvons pas y faire face. Je vais vous donner des exemples. Aujourd'hui, au Tanté, nous avons besoin de l'équivalent de 12 000 à 15 000 enseignants dans notre système éducatif, toutes spécialités confondues. Nous n'avons même pas les écoles de formation. Si on les regroupe du primaire au secondaire jusqu'au universitaire, nous ne pouvons même pas faire sortir 1500 chaque année. Est-ce que vous comprenez un peu l'enjeu? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tout moment, on va injecter dans nos classes des étudiants, comme il a dit, des gens qui ne sont pas formés pour être enseignants. Ou qui ne sont pas de la spécialité pour laquelle on les a sollicités. Et donc, ça va continuer par amplifier le problème. C'est-à-dire quoi? À un moment donné, vous allez voir que ceux qui vont intervenir comme enseignants de français, enseignants de histoire, géo et autres, là, n'auront même plus une bonne formation de base. Et à plus forte raison, être un enseignant. Or, dans beaucoup de pays, dans certains pays, on a fait face, on a pu rompre ce cercle vicieux parce que à un moment donné, on dit, on n'envoie plus un individu quelconque, même s'il a une formation dans une classe, s'il n'est pas formé pour enseigner la discipline. Parce que une chose est d'apprendre une chose, la matière, une autre chose en est de l'enseigner. Et donc, c'est ce problème-là que nous avons dans notre système éducatif. La formation des formateurs pose problème. C'est vraiment, il me semble qu'on a touché du doigt le vrai problème maintenant. Ben, de toute façon, nous l'avons déjà dit tout à l'heure. C'est pas maintenant qu'on touche du doigt. Hein. La réalité, elle est là. Ce qu'il dit est même plus grave que ça. Face au déficit, qu'est-ce qu'il faut faire? L'État doit forcément faire fonctionner les établissements. Les fondateurs doivent forcément faire fonctionner. Dans les écoles publiques encore, on peut fermer un œil, mais ce qui se passe dans le privé... Non, moi je mène une réflexion globale. Oui. Je mène une réflexion ce n'est pas globale. plus grave? Ou parfois même ceux qui sont recrutés... Oui, c'est vrai ce que vous dites. Au niveau de l'État, il y a encore
la peur de l'autorité et un contrôle par l'autorité. Parce que quand vous prenez les établissements publics, vous avez plusieurs niveaux de commandement et ces niveaux de commandement peuvent avoir un droit de regard sur ce qui est fait dans les classes. Mieux que ça, les enseignants eux-mêmes peuvent se regrouper en conseil de discipline et travailler sur tel aspect ou tel autre de l'enseignement de la langue française ou des disciplines liées à la langue française. Dans les privés, c'est un autre débat. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un travail qui commence par être fait. Vous savez que... Un discours politique, ça. Non. Pour avoir participé à certains travaux, je sais, mon collègue ne me démentira pas. Actuellement, il y a une réflexion pour revoir tous les curricula au niveau des établissements, y compris les établissements privés. Oui. Je sais également, pour avoir participé à un certain nombre d'activités, qu'il y a un contrôle qui commence par être fait au niveau des établissements privés pour que tout le monde ait le même référentiel. Absolument. Donc, ça ne peut pas se faire de façon brutale. On mettra du temps pour accompagner, je préfère utiliser ce mot, pour accompagner ces établissements privés. Mais ceci n'exclut pas que l'on puisse reconnaître que dans ces établissements, il y a des gens qui enseignent et dont la nature et la qualité posent problème. J'en ai rencontré moi-même. Moi-même, dans un jury de baccalauréat, j'ai eu le malheur à demander au directeur de l'office du bac de m'autoriser à exclure un enseignant du jury de l'oral. Parce que tous les enseignants qui étaient là avaient été mes étudiants. Et l'année où il était à l'université, s'il avait fait la flèche, j'aurais pu le connaître, ou lui, on aurait pu me connaître. Mais il ne me connaissait pas. Absolument. Et quand je l'ai interrogé, il n'a même pas la licence pour enseigner. Son oncle, qui a créé un établissement privé, l'a pris pour enseigner et il s'est permis de venir à l'oral. Donc, ce sont des choses qui peuvent se corriger progressivement et dans le temps. Mais là n'est pas tant le vrai problème ou les vraies difficultés. Les vraies difficultés sont liées à la fois à la formation des enseignants et à leur prise en charge. C'est là le problème. Même si nous pouvons faire un certain nombre de reproches à l'État, mais il faut également reconnaître que nos collègues enseignants eux-mêmes ont des efforts à faire dans leurs établissements. Mais il est tellement surprenant aujourd'hui de voir des enseignants qui, toute l'année, ne font pas l'effort de lire. Ils sont profs de français, ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Un enseignant qui ne lit pas, comment pourra-t-il accompagner, inciter ses propres élèves à lire? Parce que c'est également un des nœuds du problème. La lecture. La lecture est un élément fondamental dans l'acquisition de la langue française. Ils ne lisent pas. Ils découvrent parfois même le test à étudier en classe. Donc tout ça là, c'est lié à la gestion de l'établissement par des collègues qui ont l'autorité Je voudrais dire que ce débat est intéressant parce que nous avons constaté ces derniers temps, à travers certaines études qui sont des monographies, des phénomènes qui nous interpellent. Aujourd'hui, nous parlons du français. En vérité, il ne s'agit pas seulement du français. Les niveaux d'acquisition dans les autres disciplines sont aussi sujets à discussion. Pourquoi ferme-t-on les classes de série C? Pourquoi les sciences et les technologies sont les domaines qui sont désertés? Mais nous sommes en train de faire quelques études à l'Institut national des sciences de l'éducation sur une période de 19 ans où nous avons pris les résultats au bac et nous avons paramétré la maîtrise de la langue qui est le français avec les compétences disciplinaires. Oui. Nous avons vu qu'il y a un rapport évident entre la maîtrise de la langue et la réussite. Absolument. Aussi aujourd'hui, on veut absolument relancer l'apprentissage des sciences et technologies. On ne peut pas le faire sans l'enseignement du français. L'enseignement du français. Oui.
Vous voyez? Donc ça devient un enjeu. Et pour nous, nous estimons que... On fait croire qu'on pouvait réussir en mathématiques. Mathématiques sans... Non, mais c'est pas possible. On ne peut pas être génie de cette manière. L'enseignement se fait dans la langue. Voilà, et c'est ça qu'il faut comprendre. Et l'apprenant réagit par rapport à la langue. Et donc, il faut voir comment harmoniser les choses. Le discours ambiant aujourd'hui, c'est de pousser les apprenants vers les filières scientifiques. On ne peut pas les pousser là si ces apprenants ne maîtrisent pas la langue française. Et donc, c'est le socle de la pédagogie, c'est le socle de l'enseignement, c'est le socle de l'État, de la nation de demain. Moi, j'ai eu la chance d'intervenir dans des écoles de formation technologique et scientifique. Et j'ai compris tout de suite que les meilleures copies de rédaction que j'ai eues, c'est avec les étudiants titulaires de bac C ou de bac D avec mention. C'est eux qui rédigent mieux. Oui. Vous lisez le texte, vous comprenez qu'ils ont un niveau de langage qui leur permet effectivement de faire le pas dans leur discipline. Oui. Donc, il faut que nous envisageons le problème, non pas d'un point de vue seulement de la langue en tant qu'outil d'expression, mais de la langue en tant qu'outil de travail, outil d'acquisition. Je voudrais qu'on creuse davantage la nécessité de former les enseignants, parce que ça ne saute pas aux yeux, on ne comprend pas pourquoi il est nécessaire de former quelqu'un, par exemple, qui a sa licence, sa maîtrise en lettres modernes. Pourquoi faut-il le former avant qu'il devienne enseignant? Quelqu'un qui a son doctorat en mathématiques. Attention. Oui, je voudrais que vous éclairez ma lanterne. Attention, le Togo, je vais vous dire, le Togo a été... Oui, le Togo a été... Mais ça, on va en parler dans la seconde partie. Ce que vous dites... Oui. Bon. On va en parler tout à l'heure, mais on marque juste une pause. D'accord. On revient juste après. D'accord. À tout de suite, donc, juste derrière cette nouvelle édition du journal.